tous, nous voici sur l'épisode 6 en langage d'assembleur. On avait parlé des formats de données dans l'épisode précédent. Je vous avais expliqué notamment que le langage ne propose pas de type de données, comme on peut le retrouver sur des langages plus haut niveau que lui, et nous avons besoin de manipuler de l'information de manière brute, telle qu'on le retrouve notamment au niveau de la syntaxe des différents assembleurs, et on va ensuite utiliser d'autres critères finalement pour pouvoir manipuler ces données-là. Une des choses que nous allons pouvoir employer par rapport à ça, c'est la représentation des données, notamment sur différentes échelles de grandeur, des échelles de taille par rapport aux données qu'on va vouloir manipuler, en particulier dans la section qui concerne les données qu'on va initialiser et la section des données qui ne le seront pas, donc qui vont par exemple être des données en mémoire. On va faire un petit peu le point dessus. Au niveau du langage assembleur, et même de manière, on va dire architecturale, hein, au niveau de l'architecture des ordinateurs de manière globale, c'est pas que forcément réservé au langage ici, on va représenter différents termes, en tout cas différentes syntaxes aussi, pour différentes tailles de données, en bits bien évidemment, pour pouvoir représenter ça. Globalement, ce qu'il va falloir garder en tête, parce que vous allez remanipuler ça assez souvent, c'est ces différentes tailles-là. Alors il y en a qui sont très utilisées, d'autres un peu moins, donc on abordera notamment, qui sont abordés dans des cas très spécifiques, mais principalement, on va retrouver de quoi représenter un simple octet avec le B minuscule. Donc je vais vous mettre également parfois les termes en anglais ici. Donc ça correspond à une taille de 8 bits. On va retrouver ensuite ce qu'on appelle le mot, le word, qui est représenté sous forme, enfin sur une taille en tout cas de 16 bits. On va ensuite avoir le double mot. Donc je vais mettre comme ceci. Donc là on va avoir 32. Le keywords, 64 bits. Voilà, donc les principaux, d'accord. Et après, des cas un petit peu plus particuliers, 10 bytes. Donc là c'est 10, pardon, 10 octets. Donc on va faire 10 x 8, 80 bits. Et ensuite on va retrouver trois autres. C'est des cas quand même un peu plus particuliers. Donc on va retrouver, alors même celui-là en fait, ça qu'il y a également celui-ci. Donc le octaword, qui va être en 128 bits. Et Y quand on va manipuler notamment des registres un peu particuliers, 256. Et Z, là on est sur du 512. Voilà. Ça, je vous ai noté ça, des choses à connaître. Et on va très souvent utiliser ces notations-là. Généralement, c'est assez similaire d'un assembleur à l'autre. Il y a peu d'assembleurs qui vont utiliser d'autres notations, parce que c'est les notations les plus connues. Mais voilà comment on représentera les choses. Donc dès qu'on va avoir un petit b, on saura que c'est pour représenter une taille de 8 bits, un octet. Et comme ça, vous voyez, avec cette syntaxe-là, on peut retrouver les choses facilement. Alors si vous gardez ça en tête, qu'on retourne un petit peu ici, on va remarquer par rapport à ce qu'on avait vu précédemment, on avait parlé un petit peu de tout ce qui était syntaxe au niveau de l'assembleur, on a parlé notamment des sections, on a parlé des différentes directives, etc. On a fait un petit peu le point sur tout ça dans la vidéo précédente, et je vous avais dit qu'il y avait certains termes qu'on n'avait pas encore abordés, je pense notamment à celui-ci, ces termes-là, voilà, on n'est pas trop venu, on n'a pas abordé ça dans le détail, mais on va pouvoir comme ça commencer un petit peu à décortiquer ces parties. Toujours pas en tout cas ici au niveau des instructions processeurs, des choses qu'on va détailler un peu plus tard. Donc là, on va principalement s'occuper de ces deux sections-là. Et vous voyez ici, nous retrouvons ce fameux B minuscule qui représente, n'oubliez pas, ici à chaque fois des octets, donc sur une taille de 8 bits, et on en représente plusieurs. On va retrouver bien sûr d'autres caractères pour représenter les différentes choses. Globalement, ça va être assez simple. On va avoir la partie concernant les données initialisées qui vont être représentées avec un D. D'accord. Donc D suivi de quelque chose, je vais mettre un X, puisque ça peut être n'importe lequel de ces caractères-là. DB, DW, DD, DQ, etc. Vous avez compris un peu le principe. Et là, on va parler de données initialisées, qui se met généralement dans la section ici, ou le segment data, et on va retrouver resX pour tout ce qui va être données non initialisées. Voilà, donc tout ce qui démarre en fait par un symbole. Et l'avantage, c'est que ces données-là, notamment, ne vont pas être écrites quand elles ne seront pas stockées en fait dans l'exécutable. Donc c'est pour ça que généralement, tout ce qui est non initialisé, on le met là-dedans. On verra qu'on a une petite notation un peu particulière qui est autorisée pour notamment le segment data, pour avoir une donnée qui n'est pas initialisée. Mais comprenez que c'est plus un petit confort apporté avec certains assembleurs, pas tous d'ailleurs. Mais dans l'idéal, vous mettez vos données initialisées là, les données à réserver ici. Et vous essayez de respecter au maximum ces principes-là. De notation. Donc vous voyez, sur le code, c'est pour ça que j'ai pris le code de Windows, encore une fois, tout ce que je vous dis là est valable pour GNU Linux.
Quand il va y avoir un petit cas particulier, éventuellement on passera sur autre chose, mais c'est la même chose, hein, bien sûr les règles sont les mêmes. Donc là nous avons, vous voyez, ce terme-là, D, et nous retrouvons ici res pour une partie, vous voyez, de cette section BSS, effectivement parce qu'on a un cas différent un petit peu au niveau des données qu'on manipule. À partir d'ici, jusqu'à présent, on avait affiché notre texte tel quel, on va d'ailleurs, pourquoi pas, ça se sera fait un petit peu, hein, pour voir un peu ce qu'on a pour la suite. Comme ça on va préparer les différentes données, hein, au niveau des informations qu'on a. Donc ici, et ensuite GoLink, on va pouvoir comme ça lui passer le fichier complet. Voilà, donc le texte, comme on avait fait dans les épisodes précédents en tout cas, on n'a pas tellement rajouté de choses par la suite, mais vous voyez globalement comment que ça se passe avec ce qu'on a. Donc ici globalement, ce que l'on dit, si on regarde par rapport à ce que je vous ai ici donné comme notation, on a bien évidemment déclaré via une étiquette ici message quelque chose, donc une variable, on va parler de variable ici, et ensuite on indique qu'on va réserver un certain nombre d'octets. Et comme je vous l'ai dit, nous n'avons pas de type en particulier. Il ne s'agit pas de dire on veut en réserver tant ou autre. On pourrait le faire bien sûr si on veut le préciser. Mais là, comme on marque les choses telles quelles, eh bien c'est suivi de tout ce qui va suivre en réalité. Donc ici, comme on ne veut pas s'amuser à marquer les valeurs numériques, hein, de chaque caractère, hein, chaque lettre ici, puisqu'il serait quand même un peu casse-pied, et je vous l'ai montré aussi, on peut noter directement tel quel, sous forme de chaîne. C'est pour ça qu'on a vu les formats de données précédemment. Et ensuite, exceptionnellement, on note la valeur décimale pour le carry edge, donc simplement le retour chariot, et ensuite le line, oui c'est ça, le line feed pour le retour à la ligne, puisque c'est comme ça qu'on fait un retour à la ligne sur Windows. Et GNU Linux, macOS, on aurait simplement le 10 ici, valeur décimale. Et c'est ainsi qu'on peut afficher du texte, tout bêtement par rapport aux informations que nous avons. On pourrait noter une donnée non initialisée, je vous dis, c'est un petit cas à part, je vous montre, parce que si un jour vous le rencontrez, voilà, c'est bien que vous sachiez à quoi ça correspond, que vous ne soyez pas surpris, notamment avec un ASM et peut-être MASM aussi qui prend en charge. Vous avez notamment ce genre de caractère-là. Ça, c'est un cas, je vous le disais, exceptionnel, où on peut avoir, même dans ce segment data, une donnée qui ne serait pas initialisée, et donc qui va contenir simplement, ce qu'il y avait précédemment en mémoire, un endroit qui aura été choisi ici. Donc on évite bien sûr au maximum, mais au moins si un jour vous rencontrez ça, vous saurez que ce n'est pas une erreur, hein, du programmeur, que ça fait bien partie des choses qui sont possibles ici. Mais dans l'idéal, données réservées, donc non initialisées, on va la déclarer directement dans ce segment-là pour faire les choses proprement. Donc ça fonctionnait très très bien, vous voyez, tel quel, au niveau des informations qu'on a. On pourrait écrire autre chose. Je peux très bien indiquer un autre caractère, je vais laisser le retour à la ligne, mais ici, par exemple, écrire autre chose, on va aller par exemple se rendre sur la table ASCII, parce que c'est pas besoin forcément d'apprendre par cœur, hein, tous les caractères, et puis de se dire, tiens, si je veux afficher, par exemple, le caractère ici, arrobase, on voit que la valeur hexadécimale, hein, voilà, donc c'est hexadécimale ici, pour l'arrobase, c'est 4,0, tout simplement. Donc ici, je peux très bien noter 0x, 4,0, qui suit ensuite avec le retour à la ligne propre, hein, tel qu'on le fait sur Windows. Il n'y a pas de problème, donc je fais un golink. Et vous voyez qu'ici, quand j'exécute mon programme, j'ai bien l'arrobase qui est affiché, donc on peut faire ce genre de choses aussi. Si je voulais en afficher plusieurs, encore une fois, c'est pareil, c'est une suite, vous voyez, d'octets. Donc évidemment, on pourrait les faire précéder comme ça. Comme pour le texte de tout à l'heure, bonjour tout le monde, on aurait pu marquer l'équivalent du B majuscule, virgule, le O minuscule, virgule, le N minuscule, etc. directement sous forme de chaîne, ou alors directement avec le code décimal, la valeur décimale codée pour chaque caractère. Donc en soi, on aurait eu pour le B majuscule, vous voyez, on aurait eu ça. Donc on a dû noter 66 en décimale ou 4,2 pour les valeurs hexadécimales. Et ensuite, on aurait fait le O minuscule, vous voyez, donc ça aurait été 111, le N ça aurait été 110. Vous imaginez bien que si on va afficher une phrase, on va pas faire ça. On écrit directement le texte, et les assembleurs savent très bien gérer à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Donc on va retester vite fait, hein, ce petit exemple, là je vous l'ai montrer comment ça fonctionne. C'est bien en fait de voir un peu comment les choses se passent. Et vous voyez que ça affiche bien 3 fois l'arrobase, pas de problème. Mais comme c'est un peu long et comme c'est pris très bien en charge, on va largement gagner du temps en faisant ceci. Il n'y aura pas de problème au niveau de l'assembleur, puisqu'il traite les choses de manière brute. Donc ça, il reconnaît, voilà, c'est au niveau de ce jeu de caractères. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là, tel qu'on représente en tout cas les données. Après, si c'est un caractère spécial, bien sûr, ce serait différent. Et si c'est un caractère, par exemple, Unicode, là c'est autre chose, il faudra le coder autrement, en tout cas l'écrire autrement, et je vais vous montrer de toute façon après éventuellement quelques exemples. Donc on peut comme ça représenter plein de choses. Voilà, vous pouvez vous baser, encore une fois, n'hésitez pas à travailler un petit peu pour vous exercer un petit peu avec les tables ici, ASCII et pourquoi pas tout ce qui est table Unicode, table de caractères. Comme ça, vous pourrez tester pas mal de choses pour voir un peu comment ça fonctionne, simplement au niveau des différentes valeurs
par rapport à ce qu'on peut retrouver. Au niveau de la réservation de données, globalement, bon, je vais pas faire d'exemple parlant, de toute façon, il faudrait que ce soit utilisé, donc sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais par exemple, donc si je faisais ce genre de choses, je peux montrer un exemple, je vais réserver, mettons, un espace, d'accord, une mémoire tampon pour stocker des informations, donc qui sont non initialisées hein, avant l'exécution, eh bien je peux faire quelque chose comme ceci et indiquer par exemple cette valeur de 255. Et là, littéralement, je dis de réserver, on réserve donc les données ne sont pas initialisées, 255 octets. Pourquoi octet? Rappelez-vous, le B, ça correspond à un byte. Donc si je mets 255 bytes, ça fait bien 255 octets, chacun faisant 8 bits ici. Donc pas de problème là-dessus. Voilà. Donc logiquement, si je vous donne cette ligne, on est capable de comprendre, on déclare ici une variable return qui est sur laquelle on réserve un quad word. Donc on réserve tout simplement un emplacement, un espace de 64 bits. Et combien on en réserve? On n'en réserve qu'un seul. C'est simplement parce que cette fonction de l'IPad Windows eh bien, demande au niveau de ses arguments à m'en donner un argument qui fait cette taille. Donc pareil, c'est pas qu'on a décidé de faire n'importe quoi, c'est on suit simplement les types, finalement les tailles de données utilisées par les fonctions. Et là, il fallait passer ça, donc il fallait les envoyer, notamment après s'en servir pour envoyer quelque chose qui vaut nul. Donc on utilise ça, et on a un espace qui est utilisé notamment de cette manière-là, c'est pour ça qu'on retrouve ça sur Windows. Voilà. C'est tel que fonctionne simplement write console A, qui nécessite ce genre d'informations-là. Donc très simple, notamment qu'on travaille avec des pointeurs aussi, voilà, s'il y en a qui font de la programmation en d'autres langages avec des pointeurs, ça correspond justement à ce genre de choses-là. Bien, donc vous voyez au niveau des données, simple, en termes d'usage en lui-même ici, voilà. Pas de particularité, enfin rien en tout cas de très très compliqué, mais on va aller un petit peu plus loin, parce que je vous ai parlé justement d'Unicode, c'est pour ça que j'avais préparé notamment ce site-là, parce qu'on pourrait s'amuser à afficher autre chose, se dire finalement, si je vous ai expliqué que tout était traité de manière brute, c'est-à-dire que ce sont des données brutes telles quelles, normalement, si vous savez un petit peu, voilà, vous avez quelques connaissances en architecture, et si ce n'est pas le cas, vous avez d'ailleurs tous les cours sur le sujet sur la chaîne, on peut coder tout ça. Tous ces caractères-là sont codés justement sur la table Unicode, donc on devrait pouvoir faire quelque chose avec ça. Donc par exemple, prenons un emoji, on va chercher les emojis ici, voilà, on va prendre l'emoji, tiens, celui-là, peu importe, de toute façon, ça fonctionnera pour n'importe lequel. Hop, donc le visage, hein, visage qui fait un câlin, un visage étreignant, etc. On va retrouver l'emoji. On a bon son code ici, alors ça c'est dans la table, hein, Unicode, c'est simplement son identifiant si vous voulez, pour avoir quelque chose d'unique en fait dans celui-ci. Donc on a cette valeur-là, et on pourrait très bien le coder. Donc généralement, alors ça dépend des sites, hein, moi je suis allé sur celui-ci, mais il y en a plein d'autres, hein. On va chercher quelque chose qui correspond à de l'encodage, et on va retrouver comme ça différentes valeurs. Alors je ne vais pas parler de tout ce qui est Big Endian, Little Endian, généralement ce genre de choses est abordé sur des cours d'architecture aussi, mais globalement par exemple, avec les connaissances que j'ai en architecture, je sais que au niveau ici de l'assembleur, il va travailler en Little Endian, puisque c'est principalement comme ça que fonctionnent les assembleurs, et on va pouvoir faire directement, utiliser en fait le bon encodage qu'il faut. Alors ici, ça peut être un peu un piège, parce qu'en fait, on va utiliser celui-ci. On utilise en réalité ce qui pourrait être ici indiqué comme étant le Big Endian, qu'on utilise généralement plus pour le réseau, ce genre de choses, comme protocole. Sauf comme on a une inversion, bon, en réalité, à la fin, on aura bien une notation Little Endian. De toute façon, au pire, vous auriez éventuellement essayé les deux, vous aurez vu que l'un fonctionnait, l'autre non. Mais moins, je vous explique pourquoi. Donc là, nous avons en réalité les différents éléments, comment on va coder en fait l'information. Sous forme, bien sûr, avec des décimales, c'est quand même plus pratique. Si c'était sous forme décimale ou binaire, vous voyez que ce serait beaucoup plus long à écrire. C'est pas forcément l'idéal. Donc les décimales, hein, on l'utilise quand même beaucoup en langage assembleur, justement, parce que ça permet d'avoir des écritures très compactes comparées au reste. Donc c'est suffisamment parlant ici. Donc voilà l'information dont j'ai besoin. Prendre ceci pour afficher justement cet emoji ici. En plus, on le fait sur Windows, donc rappelez-vous, hein, les niveaux des terminaux, ça prend pas forcément en compte les caractères spéciaux, etc. Et pourtant, vous allez voir qu'ici, comme on aura enregistré la donnée telle quelle, ça marchera. Donc évidemment, je pourrais tenter peut-être de mettre l'emoji directement, d'accord, genre de faire un copier-coller de l'emoji, mais sur Windows, vous allez bien évidemment avoir des problèmes si vous amusez à faire ça. D'ailleurs, je ne sais pas s'il veut bien le prendre là, ici. C'est vrai qu'on peut le copier directement, hop, il est copié. On va pas aller trop vite, on a le temps. On va faire ça comme ça. Voilà. Je fais ça, et vous voyez qu'on obtient un peu n'importe quoi. Et si par une manipulation quelconque, vous arrivez quand même à obtenir son affichage, etc., dans tous les cas, vous n'obtenez pas un code portable. C'est juste que vous aurez éventuellement un outil qui sera capable de, comment dire, de déterminer ou de déduire un petit peu l'encodage, de trouver le bon caractère. Mais si vous voulez avoir quelque chose de portable, vous comprenez bien, il faut avoir une donnée brute. Et une donnée brute, ce sont des nombres, puisque tout travaille avec des nombres, rappelez-vous. Il n'y a pas de type de données en langage assembleur pour indiquer qu'on doit afficher un emoji tel quel, visuellement.
mais il faut réfléchir en termes de valeur numérique pour représenter ce dernier. Donc c'est ce que je vous ai dit, ça tombe bien, on a une valeur pour le représenter qui est celle-ci, donc je vais la récupérer parce que je l'avais enlevée, voilà, qui va nous servir ici, et je vais pouvoir la noter. Donc ici, au niveau de Windows, alors ça c'est pareil, des petites choses qu'il faut savoir, on ne le devine pas, etc. C'est par rapport à comment sont représenter les choses, donc notamment au niveau terminal, donc toujours, hein, c'est toujours les mêmes questions liées aux connaissances que vous avez sur le système et des connaissances en architecture. Il faut travailler avec des mots. Il veut qu'on travaille notamment avec des valeurs de 16 bits. C'est comme ça que les choses sont représentées, c'est pour ça que je récupère, vous voyez ici, non pas l'encodage UTF-8, mais l'encodage UTF-16. Très important. Et bien sûr, je ne peux pas rester avec ici DB, donc DB puisque ce sont des octets simplement. Je vais remplacer par W puisqu'on veut travailler avec des mots. C'est exactement ce que je vous ai dit. Donc ici, voilà comment on va représenter les choses. Mais bien sûr, comme on a une notation hexadécimale, eh bien on va le représenter correctement dans le bon format. Donc vous voyez à nouveau pourquoi je vous ai montré ça dans l'épisode précédent, les différents formats de données, parce que maintenant que vous savez faire, vous savez écrire ces notations. Et de toute façon, si vous programmiez dans d'autres langages, vous connaissiez déjà ces notations aussi. Donc là, nous avons tout l'ensemble des caractères pour le codage lui-même de cet emoji, et ensuite, on peut laisser en décimal, on pourrait le mettre en hexadécimal aussi, hein, si on veut, c'est pas obligatoire, pour le fameux retour à la ligne propre, qui se fait ici en deux octets, pour Windows, il n'y a pas de problème. Je vais pas changer le reste, quoique je peux peut-être changer ça pour être sûr d'avoir le bon calcul, éventuellement on peut toujours faire ça, on verra plus tard, de toute façon je ne l'ai pas encore abordé, on va aborder ici le donc equal, on va l'aborder juste après, mais je peux faire ce genre de choses là aussi, et je vais revenir ici, déjà, pour voir ce qu'on a. Et là, pas de bol, nous avons encore des caractères un peu bizarres, pas les mêmes, mais encore des caractères bizarres. Alors là, c'est pas que vous avez fait une bêtise à ce stade, c'est simplement lié à cet appel-là. Ici, write console A pour ASCII. C'est pour prendre un certain nombre de caractères, afficher en tout cas un certain nombre de caractères en console. Pour avoir des caractères plus étendus à l'affichage, heureusement, l'IPA de Windows propose une fonction également pour le faire, et ça va être très facile comme remplacement au niveau du code, c'est de remplacer le A majuscule par un W, simplement. Donc c'est une autre fonction, vous pouvez très bien d'ailleurs, hein, vous pourrez très bien laisser l'autre si vous voulez, moi je l'enlève puisque j'en ai pas besoin, et ça ne change rien. Elle est écrite exactement pareil, avec la même signature, donc vraiment vous n'avez rien à retoucher au niveau de votre code, c'est la même chose. Donc quand même, côté pratique, il y en a d'autres, il n'y a pas que ces deux-là, il y en a quelques-unes autres, mais au moins déjà si vous connaissez ces deux-là, vous pourrez faire déjà bien assez de choses, on va dire, avec. On termine à nouveau, et on a cette fois-ci la valeur ici. Alors j'ai peut-être pas tout noté comme il faut, je vais revoir un petit peu ce que j'ai là. Et oui, ce sont des mots, vous voyez, je me fais avoir, hop. Ils vont ensemble, voilà. Donc même si au niveau de la source que j'ai là, et ça aurait pu être noté ailleurs, c'est noté, vous voyez, par paire de 2. Donc attention, on a deux parties ici au niveau des substituts, partie haute, partie basse. Donc on doit faire des groupements de 4, et on a cette valeur-là. Voilà, et cette fois-ci c'est bon. Je vais aller un peu vite, voilà. Et vous voyez que l'emoji est bien affiché cette fois-ci, tout simplement. Et là, vous avez un code portable. Parce que c'est tel que l'information est codée, donc on s'en fiche ensuite de l'outil que vous utilisez. Si cet emoji est codé tel quel, c'est évidemment un codage qui ne va pas changer, sinon on viendrait à casser tout. C'est comme si du jour au lendemain, je ne sais pas, imaginez la lettre A majuscule changer de valeur, d'accord, au niveau de la table ASCII, tel que ça a été ajouté également sur Unicode, hein, parce que c'est étendu. Et ce qui fait que tous les claviers, tout en fait, tous les systèmes qui étaient basés sur telle valeur numérique, c'est-à-dire, je vais vous montrer ici pour ceux qui auraient oublié, 65 correspond au A majuscule. Si demain on se dit finalement le A majuscule il est codé sur la valeur 84, imaginez le bazar que ça ferait, on casserait absolument tous les systèmes informatiques du monde. Donc ce sont des choses, une fois que c'est décidé, c'est figé et on ne change plus. Voilà, les valeurs sont codées telles quelles et ça restera indéfiniment tel quel. Donc l'avantage de travailler avec les données brutes ici, c'est que c'est exactement tel qu'encodé cet emoji, ça ne changera jamais, et donc on a un code portable, là où l'affichage direct, évidemment, aurait pu poser éventuellement des problèmes là-dessus. Donc vous voyez un petit peu comme ça ce qui se passe pour les différentes valeurs par rapport à ce que l'on a. Si je vous montre sur GNU Linux, que c'est un peu différent, donc là je vais devoir vous montrer forcément sur ce système-là, c'est un cas un peu particulier, parce que c'est simplement pas le même système, et ce n'est pas le même terminal non plus. Voilà, le terminal ici, que pour Windows, qui est notamment un PowerShell derrière, c'est une chose, et le terminal qu'on retrouve sur GNU Linux ou macOS, c'est un autre terminal, il ne gère pas forcément les mêmes encodages, les mêmes jeux de caractères. Donc c'est pour ça que vous pouvez avoir des différences entre les deux. D'ailleurs, par exemple, si vous programmez en langage C, si vous essayez d'afficher des caractères accentués sur GNU Linux, ça marchera, sur Windows non. Pas parce que Windows est moins bien, c'est qu'ils ont simplement un terminal avec des jeux de caractères différents. Et forcément, ils ne traitent pas les caractères de la même manière.
Alors sur GNU Linux, puisqu'on ne travaille pas avec l'IPA de Windows, ça va de soi, on travaille avec les appels système directement du noyau. On peut procéder également d'une certaine manière. Alors, on pourrait tomber dans le piège à nouveau, comme je vous ai dit, de se dire, bah, si le terminal gère l'UTF-8, puisque c'est ce que font généralement les terminaux sur GNU Linux et macOS, on pourrait tenter de se dire, ok, bah, si gère UTF-8, c'est comme en Python hein, finalement, on pourrait noter, alors je vais reprendre, hop, mon caractère il est là, on va aller le rechercher, on le copie, et de se dire, bah, je fais ceci. Après tout, hein, ça semble logique, s'il est capable de lire les choses, il n'y a pas de raison en fait que ça marche pas. Donc, hop. Arrivé. Et voilà. Et là, on pourrait dire, yes, ça marche, c'est super, c'est génial. Mais à nouveau, on obtient un code qui n'est pas portable. Parce que nous avons marqué les choses telles quelles. Et si on a un outil avec qui, par exemple, qui n'a pas le bon encodage ou autre, ou bon jeu de caractère au niveau de la compatibilité, même au niveau du fichier, on obtient quelque chose qui ne sera pas forcément, vous voyez, systématiquement affiché comme il faut. Et on veut éviter un maximum ça. Donc là, à nouveau, on va essayer, si possible, c'est la meilleure manière en tout cas pour laquelle procéder, d'afficher le caractère tel quel. Donc là, nous travaillons en UTF-8, cette fois-ci on n'est plus en UTF-7, puisqu'on ne travaille pas avec l'IPA de Windows. Donc vous voyez que pour UTF-8, les valeurs sont ainsi faites. Et là, comme on ne travaille pas avec des mots, cette fois-ci, on n'a donc pas besoin de faire des regroupements. On va pouvoir travailler directement avec ces valeurs ici. Donc c'est ce que nous allons faire. Je garde DB puisque nous sommes avec des octets, on ne fait pas de changement. Mais par contre, voilà, la petite différence, c'est qu'on va devoir séparer chacune des valeurs. Ici, ici, là et ici. Et pour changer un peu, histoire de faire quelque chose de plus cohérent, mettons ce qui correspond à un retour à la ligne, donc la valeur 10 en hexadécimal qui est donc A, tout simplement. Mais comme il faut qu'un groupe de 2, on met un petit 0 devant. Et voilà. Donc là, ça indique bien l'emoji suivi d'un retour à la ligne pour être sûr. On y va, on va refaire tout, la liaison et l'exécution. On obtient le même résultat, mais au moins, comme tout à l'heure, la donnée est écrite de manière brute, et donc le code sera portable, il n'y aura pas de problème là-dessus. Voilà, je voulais insister là-dessus parce que c'est important, c'est une vidéo sur les variables hein, globalement, la déclaration de données, etc., initialisée ou pas. On a vu les différentes notations qui sont venues compléter celles qu'on avait vues dans l'épisode précédent. Et là, comme ça, je vous ai donné quelques petits exemples un peu plus poussés sur, vous voyez ici, l'affichage d'emojis, c'est pas forcément simple, hein, on pourrait se dire, bah, finalement, c'est qu'un petit caractère, mais vous vous rendez bien compte que c'est un peu plus compliqué en termes d'affichage et en termes de gestion, de comment il faut réfléchir par rapport à simple affichage, par exemple, d'une lettre. Donc ici, on a d'autres choses à prendre en compte. Mais le principe à bien retenir, encore une fois, c'est de réfléchir, je vous l'ai dit, en matière de notation et de représentation brute des données. Toutes les données en informatique, forcément, vous imaginez bien votre ordinateur, pour lui, il n'y a pas d'emoji, pour lui, il n'y a pas d'image, pour lui, il n'y a pas de son. Tout n'est que chiffres. Il représente tout sous forme de valeurs numériques avec lesquelles il va pouvoir faire des calculs, avec lesquels il va pouvoir coder et représenter des informations. C'est ce que j'ai longuement d'ailleurs détaillé sur les cours d'architecture. Et forcément, à partir de là, une fois qu'il sait manipuler ça, on peut lui montrer comment on veut en fait enregistrer des données, mémoriser des données, et ça, une fois qu'il a ça, avec les différents jeux de caractères, différents codages que nous avons, ou d'encodage, on est capable comme ça d'afficher des caractères un peu particuliers. Ça fonctionne très très bien, ça ne pose aucun problème. Nous allons terminer cet épisode avec deux petites notations particulières aussi. Attention, quand je vous parle de notation, notamment de directive, n'oubliez pas, il peut y avoir des choses qui existent sur plusieurs assembleurs et qui n'existent pas sur un autre, malheureusement. Donc apprendre avec des pincettes, je vous montre certains mots-clés, certaines syntaxes, ça ne veut pas dire que tous les assembleurs qui existent possèdent cette syntaxe et cette fonctionnalité-là. Très important. Mais globalement, puisqu'on travaille avec NASM, on va voir deux choses qui vont nous servir. On va commencer par ce point-là, le equal, qu'on a utilisé jusqu'à présent très rapidement. Je n'étais pas forcément très en détail, mais en fait, ça va permettre de définir une constante. On va définir une constante symbolique, et vous avez vu que dès le début, au niveau du code, je l'ai utilisé rapidement et de manière bien utile ici pour représenter ici des valeurs en indiquant finalement, alors je l'écris par convention majuscule, c'est pas obligatoire au niveau de l'étiquette, et ensuite on indique simplement que ce terme-là va correspondre, est une constante en fait qui aura pour valeur ce qu'on a ici. Et on utilise pour ça le terme equal pour différencier chacune des choses. Donc là, dès que j'utilise cette notation-là, ça va correspondre à la valeur décimale -11. Encore une fois, décimale, puisque n'oubliez pas ce qu'on a vu sur les formats de données. Pour le décimal, si on ne précise aucun préfixe, c'est que c'est considéré que tel quel. Hexadécimal, par exemple, c'est 0x, et on l'a vu dans la vidéo d'avant. Donc on a ça, et l'avantage, c'est qu'ici, on crée une certaine auto-documentation du code. On documente certaines valeurs numériques qui ne seraient pas très parlantes,
ce qui permet au niveau du code d'avoir quelque chose de lisible. Voilà, quand on voit ça, c'est beaucoup plus lisible que si j'avais ici un petit 1, et beaucoup plus lisible pareil si ici j'avais autre chose, et ainsi de suite. On arrive à avoir des notations qui nous aident pas mal ici au niveau de la manipulation, et notamment dans l'écriture un petit peu des instructions qu'on va avoir pour le processeur. Donc on peut utiliser ça globalement, et nous avons un cas un peu particulier, alors je vais revenir sur la notation qu'on va retrouver plus souvent, qui est celle-ci. Un peu bizarre, parce que là, il y a mine de rien beaucoup de choses. On pourrait se dire que peut-être c'est une notation un peu bizarre. On pourrait peut-être même penser d'ailleurs que ceci va ensemble, puisqu'en plus ici mon colorateur syntaxique le met dans la même couleur. Sauf qu'en fait, nous avons tous ces éléments. Il y a 4 éléments dans cette partie-là. On indique que cette étiquette, c'est une constante que l'on définit ici au niveau de l'assembleur, avec equal, comme étant le dollar. Et le dollar, c'est un symbole très particulier qui indique en fait l'adresse courante où on se trouve au moment de l'exécution. Et ça, c'est simplement un opérateur arithmétique ici qui est un moins. Voilà. C'est-à-dire qu'on fait l'adresse courante moins, donc il y a bien une soustraction, le début, d'accord, si vous voulez, de la zone mémoire où débute bien cette variable-là, cette donnée-là. Et il se trouve que quand on fait ce genre de petit calcul très simple, mais vachement pratique, alors attention, il faut bien mettre la constante juste après, d'accord, ne déclarez pas ceci, puisque vous comprenez bien au niveau de la lecture, ceci va avoir changé de valeur, puisque c'est l'adresse courante. Ok. Donc si on veut avoir précisément la bonne taille, vous mettez votre variable et ensuite vous mettez tout de suite la taille de cette variable juste après et vous faites cette notation. Et la petite soustraction fera que vous obtiendrez exactement la longueur du message, ce qui évite de le calculer manuellement ou d'avoir une donnée qui est brute. Là, ça va être géré de manière dynamique. Voilà, c'est vraiment aussi simple que ça, alors même si ça va un peu plus loin après par la suite, on a d'autres usages, mais il est vrai que le dollar ici est utilisé principalement, et en tout cas très souvent pour cela, puisqu'il permet de faire ce genre d'opération. Donc c'est vraiment un symbole qui indique l'adresse courante, d'accord? C'est comme un pointeur, comme un this par exemple, quand on a dans certains langages avec de la programmation orientée objet pour indiquer l'objet courant, voilà le this, le self aussi, ça peut être pas mal de termes qu'on peut retrouver en programmation, qui souvent font référence ou sont des pointeurs vers quelque chose. Et bien là, c'est un peu ça. Ça fait référence à l'adresse courante. Et bien sûr, c'est une valeur numérique, parce que tout est géré de manière numérique, je vous l'ai dit, ce sont des données brutes. Donc à partir de là, on peut faire des opérations arithmétiques, et en faisant celle-ci, on obtient bien la taille du message, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Un autre point pour terminer, qu'on aura peut-être l'occasion de réutiliser vraiment en pratique, que je n'ai pas montré jusqu'à présent, mais qui est utile également ici au niveau de cet assembleur, c'est la possibilité de répéter un certain nombre de déclarations. Par exemple, si plus tard je veux créer, ou en tout cas, oui, on peut dire même créer directement, un tableau, d'accord? C'est-à-dire qu'ici, je voudrais faire déclarer, oui, ça, un tableau de, je sais pas moi, 25 octets initialisé à 0. Ok. Pour faire très simple, je pourrais très bien faire, je vais l'appeler array, on va rester sur un terme très simple, comme ceci, et je vais utiliser l'instruction, la directive times, pas l'instruction mais la directive. Et times va nous indiquer de répéter quelque chose. Donc généralement, times, ça fonctionne sous ce principe-là, globalement. Vous avez times, ensuite le nombre de fois répéter la chose, et ensuite l'instruction, la déclaration, bref, l'autre partie en fait de ce qui est à répéter. Donc ça veut dire répète n fois ce qui va suivre ici. Très simple au niveau de l'usage. Donc là, je vais lui dire répète finalement 25 fois la déclaration d'un octet, ok, initialisé à 0, simplement. Et donc là, je déclare finalement 25 octets initialisés à 0, ça correspond bien à ce que j'ai dit. Par exemple, ça pourrait servir pour faire un tableau, éventuellement. Voilà, qui termine cet épisode, et on a fait normalement le tour de ce que je voulais montrer ici. Donc épisode qui s'appelle variable, je vous disais, hein, c'était pour aborder les variables, même si c'était un cas un peu particulier. Le langage assembleur, c'est assez particulier là-dessus. On travaille également ici, comme vous voyez, avec des constantes, donc c'est un cas un peu à part. Mais au moins, vous savez, on a vu tout ce qui était format de données précédemment. Dans cette vidéo, on a vraiment abordé toute cette partie, c'est-à-dire comment déclarer des données initialisées ou des données non initialisées. Ça a permis aussi de faire le point un petit peu sur les différentes notations, pour les représentations de différentes échelles de grandeur pour les données qu'on veut déclarer, notamment ce que vous avez indiqué ici au niveau des notes, donc très important. Vous verrez comme ça qu'on retrouve beaucoup de choses. Ça notamment on l'utilise pour beaucoup de registres, hein, les SSE, etc. Donc on l'abordera pas mal. Tout ce qui est AVX aussi, on utilise certains registres de données beaucoup plus importants, et on verra un petit peu tout ça. Petite parenthèse quand même de fin, ça fera la transition avec des choses qu'on verra plus tard. Ça veut pas dire qu'on va forcément le voir dès le prochain épisode, mais petite information, parce qu'il y a peut-être des gens parmi vous qui vont vouloir tenter ça, qui vont peut-être vouloir s'amuser à faire ça, ou on pourrait être tenté, ce que vous avez vu jusqu'à présent, bon, on notait les choses, on notait des textes,
comme ceci. On va revenir sur un code propre, hein, je vais remettre ASCII puisque ça ira très bien pour ce qu'on veut faire. Voilà. Partir sur un code propre. Ok, donc on a notre texte tel quel. On a fait ça jusqu'à présent et peut-être que certaines personnes pourraient être tentées de se dire bah, je vais afficher la valeur. Alors, mon 10, ça va être un peu bizarre, mais quoique je pourrais faire ça. Je vais afficher la valeur 10, donc le nombre 10. Ok, et normalement, déjà à ce stade, bon, si vous avez compris un peu ce que je vous ai expliqué, vous savez ce qui va se passer. Voilà. Vous savez que, et vous voyez ici à l'exécution, ça n'affiche pas le nombre 10, mais ça le traite comme une donnée brute, c'est ce que je vous dis, comme une valeur numérique. Et le 10, on l'a vu, de toute façon, ça correspond à un retour à la ligne. Donc évidemment, nous n'avons pas ce que nous avons. Si on veut l'afficher vraiment, il va falloir l'afficher sous forme de chaîne. Voilà. Donc là, bien sûr, si je fais ceci, on affiche la valeur 10, mais ce n'est plus une valeur numérique. Quand je dis que ce n'est plus une valeur numérique, c'est-à-dire que si plus tard je veux faire des calculs, là, il n'y a pas de calcul. Là, nous avons en fait une constante de chaîne, et on n'a pas du tout une valeur avec laquelle on pourra faire, par exemple, de l'arithmétique. Et ça va être une petite chose à prendre en compte, surtout si vous programmez dans d'autres langages, parce que dans d'autres langages de programmation, généralement, manipuler des chaînes, des chiffres, on a plein d'outils, puisque les langages sont plus haut niveau que le langage assembleur, qui permettent de faire soit des conversions implicites, soit même permettre certains calculs parfois, entre par exemple une chaîne et une valeur vraiment numérique, et donc on ne se rend pas compte. Voilà, les choses sont tellement simplifiées, tellement plus accessibles qu'on fait les choses et on pense que c'est normal, sauf que n'oubliez pas, chaque chose est différente. Et c'est pour ça que, pareil, hein, si je veux représenter, admettons, une approximation de la valeur de pi, comme ceci, 3,14, je vais être confronté au même problème. Je vais effectivement être confronté au même problème, parce que, vous voyez, je vais vouloir essayer d'afficher une valeur, ça affichera éventuellement quelque chose qui peut être pris en compte au niveau de la valeur, hein, telle qu'elle est codée, mais jamais vous n'allez afficher ce que vous voulez. Et comme nous n'avons à nouveau pas de type de données pour indiquer, affiche-moi par exemple ici quelque chose, voilà, cette valeur à virgule flottante, et bien évidemment ça ne marche pas. On sera forcément obligé d'être traité de manière textuelle. Et là, bon, à ce stade, on peut se dire, voilà, bon, on fait ça, c'est bon, problème réglé. Mais vous comprenez plus tard que ça va poser certains problèmes. C'est-à-dire que là, si à ce stade, au niveau de ce qu'on a vu, je vous demande par exemple de faire une simple petite calculatrice, très simpliste, qui prend deux nombres, deux valeurs numériques, et qui fait la somme de ça et affiche le résultat de la somme, vous allez voir que ce simple petite consigne, finalement, petit exercice, eh bien, va être, avec les connaissances, encore une fois, que vous avez jusqu'à présent, impossible à réaliser, puisque vous allez essayer de faire la somme de deux chaînes. Et il ne va pas se passer évidemment ce que vous voulez. Donc même si je vous dis de faire le calcul 3 plus 2, vous allez essayer de faire 3 plus 2, oui, mais en fait, vous manipulez des valeurs ASCII, donc des chaînes, et vous manipulez pas non pas des valeurs numériques sur lesquelles vous pouvez faire des calculs. Donc on va très souvent passer par des conversions de données, passer de valeurs, on va dire, textuelles à valeurs numériques et inversement, parce qu'on va avoir besoin de faire ça en langage d'assembleur, chose que vous ne faisiez pas généralement dans des langages plus haut niveau que celui-ci. Donc on abordera bien sûr toutes ces notions-là, qui sont assez importantes à prendre en compte, un peu plus tard, hein, dans d'autres épisodes. Donc ça fera partie des choses qui sont prévues. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, vous pouvez toujours voir un petit peu, voilà, poser des questions par rapport à ce qui est sur les notions finalement, sur les choses que j'ai pu expliquer sur lesquelles vous bloquez, de consulter aussi régulièrement s'il y a des exercices qui sont disponibles. Vous avez tout sur le GitHub avec des exercices, avec des corrections. S'il n'y en a pas, c'est que, surtout sur les premiers épisodes, généralement il n'y en a pas, c'est qu'il n'y a pas encore forcément matière à faire. Mais n'hésitez pas à vous exercer, vous entraîner, à remettre en pratique tout ce que je vous ai montré, les différentes syntaxes aussi. Vous voyez, c'est important d'utiliser un petit peu ces petits mots, etc., de faire des réservations de données, d'essayer d'afficher d'autres choses. Au moins, bon, si vous voulez essayer d'afficher des caractères spéciaux, vous avez de quoi faire, hein, c'est pas ce qui manque. Donc vous pouvez vous amuser comme ça, afficher plein de caractères différents, de voir un petit peu comment c'est pris en compte, est-ce que ça marche. Et vous verrez que une fois que les données sont prises en compte, en tout cas de manière brute, vous arriverez à faire les choses sans problème, que ce soit du français, de l'anglais, du chinois, de l'arabe, peu importe, ça fonctionnera très très bien. Moi je vous dis à bientôt pour la suite, on va continuer d'avancer, dérouler tranquillement avec les différentes notions, mais vraiment faites en sorte de prendre votre temps, bien avoir compris et assimiler les choses, puisqu'on va accumuler de plus en plus d'éléments très importants, et qui nécessitent d'avoir bien acquis et bien compris surtout tout ce qui a été vu précédemment. A bientôt pour la prochaine vidéo.